Bonjour à tous, maintenant on se retrouve donc pour une petite explication des lois de Kepler. Donc ici en fait on a les scientifiques qui ont fait un petit peu leur contribution, on va dire, à l'astronomie, donc que sont Tycho Brahe, Galilée bien entendu, qui a osé affirmer que la Terre n'était pas le centre de l'univers, et puis Johannes Kepler, qui lui nous a fait les lois de Kepler qu'on va voir tout de suite. Elles sont au nombre de trois. Elles sont à connaître par cœur, donc allons-y pour ces lois de Kepler. Elles sont également dans le livre à partir de la page 100, alors que je ne me trompe pas, ouais, 197. Allons-y pour ces lois de Kepler. Donc on est bien entendu sur le chapitre 16 encore et encore, donc il y a un petit espace où il va falloir les copier dans votre cours. Donc un petit rappel bien entendu avant sur l'interaction de force gravitationnelle qui est à connaître par cœur. Donc je vous rappelle que c'est égal aux masses des décors en présence, hein, c'est à savoir le centre attracteur, par exemple le Soleil, et M' par exemple, ça peut être la Terre, d'accord. La distance, c'est la distance qui sépare les deux centres d'inertie, et je vous rappelle qu'on a un petit vecteur normal pour rendre la force en expression vectorielle. L'unité de Granger est très intéressante parce que ça nous permet de nous rappeler qu'on doit être en newton, en mètres et en kilogrammes, et ça, cette valeur, elle est tout le temps donnée. Donc là, par rapport au satellite, un petit rappel sur tout ce qui est à savoir. Donc en gros, je vous rappelle qu'on a dans le repère de Fresnel, donc il va décomposer en deux. On a à la fois l'accélération tangentielle et l'accélération normale, que la force gravitationnelle, dans le cas d'un mouvement circulaire, est confondue avec l'accélération normale, ce qui fait que l'accélération tangentielle, elle est nulle. Et donc si l'accélération tangentielle est nulle, hein, ça confirme bien qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Et donc là, en gros, un petit rappel également, comme vous devez connaître l'accélération normale, je vous rappelle que c'est la vitesse au carré divisée par le rayon de l'orbite. Donc nous, on va plutôt travailler sur les lois de Kepler. Donc c'est parti pour la première loi de Kepler. Retenez par cœur, hein, on peut tout simplement vous les poser au bac en texto, donc allons-y hein, pour du par cœur. Donc on parle du référentiel héliocentrique, d'accord. Donc on va plutôt dire que les trajectoires des planètes, ce ne sont pas des cercles, mais plutôt des ellipses. J'espère que vous avez vu les ellipses en maths. Et donc une ellipse est caractérisée par deux foyers, et l'un des foyers, c'est le centre du Soleil. Donc ça vous donne ce dessin, ça c'est l'ellipse. Ça de A, c'est un peu l'équivalent du diamètre d'un cercle. Ça va s'appeler le grand axe, puisque dans une ellipse, on a un petit axe, et ici on a le grand axe. Voilà. Voilà, rien à dire de plus. Hein. Donc ça, c'est la trajectoire de notre planète, et donc le Soleil se trouve exactement ici. C'est l'un des foyers. Donc la première loi de Kepler n'est pas compliquée à retenir. Retenez juste hein, que les trajectoires de toutes les planètes, ce sont des ellipses. La loi numéro 2, c'est la loi dit désert. Donc je ne parle pas du désert hein, aride, hein, je parle désert A-I-R-E-S. Ok, ma blague était pourrie. Donc vous avez ici une première ère balayée par une planète, par exemple par la Terre, donc elle balaye cette ère-là. Ici, je vous rappelle que c'est le Soleil. Voici une deuxième ère balayée toujours par la Terre. D'accord. Et on va poser que, alors c'est une approximation, hein, mais que l'aire A1 est égale à l'aire A2. D'accord. Et bien, qu'est-ce que va vous dire la loi des aires, la deuxième loi de Kepler? Et bien que si les aires sont identiques, ce qui est en l'occurrence le cas ici, sur ce schéma, et bien la Terre va mettre autant de temps pour balayer cette portion-là que cette portion-là. Alors, sur le coup, ça semble assez évident. On comprend aisément que là, la Terre va parcourir une plus grande distance. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la Terre, ici, elle va plus vite qu'ici. Donc la vitesse de la Terre, vu que ce n'est pas un mouvement circulaire, c'est pas uniforme. Et donc en gros, hein, grosso modo, plus la Terre se rapproche du Soleil, plus elle ira vite. Donc ça nous donne quoi? Ben, ça donne ce que je viens de vous dire, que dans ce cas-là, la vitesse ici est plus importante que la vitesse ici. Parce que je vous rappelle que la vitesse, c'est tout simplement une distance sur un temps. Or, le temps, dans les deux cas, est identique.
Mais là, la distance étant plus grande, la vitesse sera tout simplement plus grande. Donc voilà pour cette loi numéro 2, dit loi des airs. La loi numéro 3. La loi numéro 3, c'est la loi calculatoire. Donc cette loi numéro 3, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va simplement vous dire que si je prends la période de révolution au carré et que je divise par A, alors A, c'est la variante du rayon, on appelle ça dans le jargon le demi-grand axe. Tout à l'heure, je vous ai montré que le diamètre, entre guillemets, hein, à savoir l'axe, le grand axe de l'ellipse, ça s'appelait 2A, et bien la moitié, c'est A. Donc A, c'est pas la distance forcément Terre-Soleil, hein, c'est le demi-grand axe. Donc, eh ben, quand on fait ça, on trouve une constante pour toutes les planètes. Je fais ça pour Mercure, je trouve une valeur, je trouve la même valeur pour Vénus, je trouve la même valeur pour la Terre, je trouve la même valeur pour Mars, etc. C'est une constante. Ensuite, à quoi est égale cette constante? Donc, vous savez, alors ça c'est une racine carrée, vous avez dû démontrer que grand T, c'était 2pi fois racine carrée de r au cube sur Gm. M, ici, c'est donc l'astre attracteur, c'est le Soleil. Si je passe au carré, ça me donne ceci. Donc en gros, hein, ça passe au carré, ça passe au carré, là la racine, et va disparaître. Et on va poser, on va faire notre petite approximation, parce que nous on fait faire la démonstration de Kepler pour les moments circulaires, on va poser A égale R. Et donc bah, c'est fini, hein, parce qu'ensuite, le R au cube qui était au-dessus va passer en dessous, donc maintenant c'est le A au cube, et on va dire que c'est égal à 4pi carré divisé par Gm. Bah, c'est que des constantes, hein, puisque G c'est la constante de gravitation universelle, 4pi carré bah, c'est une constante, et M c'est la masse du Soleil. Alors certes, hein, le Soleil il perd un peu de masse, mais je veux dire sur le laps de temps, c'est tout bon. Donc grâce à ça, puisque si on connaît TA, on peut trouver la masse du Soleil, de l'astre attracteur, ou avec Jupiter, grâce à ses satellites. Voilà, merci pour votre attention, c'était donc les lois de Kepler. À bientôt.